Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Sonate de l'assassin de Jean-Baptiste Destremaux. Je ne tue jamais le lundi. C'est une question d'exigence personnelle et de rythme. Il ne faut y voir ni superstition, ni vieille habitude de célibataire. J'ai toujours préféré les fins de semaine pour réaliser cette partie de mon œuvre. Laszlo Dumas, pianiste de renom, mais longtemps dit sans génie, sans ardeur, sans ce petit rien qui fait la force des grands. Jusqu'au jour où il se met à faire de fines erreurs volontaires, et à oxyre celui qui, au premier rang de la salle de concert, les repère. Immédiatement, son jeu devient meilleur et petit à petit, les critiques s'accordent à voir en lui un nouveau virtuose. Ses crimes restent dans l'ombre. Mais un jour il rencontre une femme, Lorraine, qui elle aussi, croit-il, remarque ses erreurs. Un roman construit comme une sonate en contrepoint, entremêlant les voix de Laszlo, de Lorraine et de son fils Arthur. Une haletante méditation sur la solitude du puriste, au suspense élégant et à l'écriture assurée. Jean-Baptiste Destremaux a 40 ans. Il joue du piano depuis l'enfance. Sonate de l'assassin est son premier roman. Chapitre 1. Laszlo. Je ne tue jamais le lundi. C'est une question d'exigence personnelle et de rythme. Il ne faut y voir ni superstition, ni vieille habitude de célibataire. J'ai toujours préféré les fins de semaine pour réaliser cette partie de mon œuvre. Ma vie est réglée comme une partition. Le lundi, je travaille à la maison. À la maison, tout est propre et rangé. J'y veille personnellement, je fais le ménage moi-même. Et ce n'est pas une question d'argent, mais de principe. Il n'est pas envisageable de laisser quiconque voir mon linge sale, mes brouillons dans les corbeilles, toutes les imperfections que mon corps évacue et qui finissent en poussière. Je suis parfois un peu maniaque pour l'ordre et la propreté. J'ai tout arrangé moi-même, dans cet hôtel particulier de la rue Pergolèse, fruit des cachets généreuses accumulés ces dernières années. Les pièces sont rangées, on n'y trouve rien d'inutile à mes yeux. La pièce d'étude, une grande salle d'une 50aine de mètres carrés, est entourée de grands miroirs sans sofa ni fauteuil. Elle abrite un Yamaha 1980 demi-queue, une épinette et un clavecin que j'ai personnellement assemblé, ainsi qu'un petit orgue. C'est une pièce de travail où n'entrent que mes élèves ou des musiciens étrangers qu'il m'arrive parfois d'héberger. De l'autre côté de l'entrée se trouve la salle de séjour, qui contient un grand piano, un Steinway modèle B, sur une estrade où siègent quelques lutrins. Cette pièce est conçue pour des réceptions, j'y ai disposé de nombreux fauteuils et plus loin, dans une rotonde, une série de canapés. La pièce est ouverte à l'extrémité opposée, sur un jardin d'hiver baigné de soleil, où j'ai installé une véritable jungle de plantes exotiques. Yucca, mandarinier, orchidée, petit manguier de Birmanie. En son centre trône une harpe, celle de ma mère décédée, qui n'est jouée que très rarement par des amis de passage. Au-dessus du piano, un plafond moulé simplement dans un style art déco, et tout autour, des portes en ferronnerie ornées de vitraux de la même époque. Je reçois dans cette pièce, pour de petits concerts ou des soirées mondaines. Il y a ça et là, sur les murs, s'étalant sous 5 mètres de hauteur, un triptyque de Pasquale Calmar, Rocher de Bretagne, 2 toiles de Jean-Michel Basquiat payées fort cher, et l'affiche d'un concert de Rupert Pupkin. Je dors dans une pièce attenante, assez petite, aux volets continuellement fermés, car il me faut l'obscurité absolue pour trouver le sommeil. Mon lit est vaste et souvent vide. Un grand bureau orne cette pièce, il me vient de mon grand-père, un diplomate qui avait beaucoup voyagé et rapporté d'Asie des trésors dont, seul héritier, j'ai gardé quelques meubles. Sur le bureau se dresse un ordinateur. Le long des murs, des rangées de bibliothèques où figurent mes romans favoris, ainsi que des ouvrages sur la musique. Je crois que ma maison ressemble à mon esprit. Mes doigts ont besoin de se dérouiller le matin, 1 heure de mise en condition, gamme et autres études, que je sélectionne pour travailler une difficulté particulière, un enchaînement un peu technique, un passage délicat. J'aime les difficultés. Je les décortique, je les analyse,
je les décompose en petits problèmes faciles à résoudre. Quand j'étais au conservatoire, plus jeune, j'étais connu pour mon souci du détail, et les professeurs plaisantaient entre eux sur ce trait de mon caractère. Il en a toujours été ainsi. Je suis différent. Je suis incomparable. Le mardi, j'ai rendez-vous avec mon agent à 9 heures. C'est immuable. Mon agent est un homme aimable d'une 50aine d'années, bien habillé, qui travaille au 6e étage d'un immeuble du boulevard Haussmann, dans un bureau au luxe ostentatoire qui me fait parfois penser que je le paye trop. Georges Imirzian a su le premier découvrir le pianiste que j'étais, il y a 10 ans de cela. Depuis, les agents se pressent à ma porte bien sûr, mais je suis plutôt fidèle en amitié comme en affaires, et je n'ai pas cédé aux sirènes des concurrents. Georges était venu m'écouter dans une petite salle du sud de la France, un été où je courais les festivals à l'affût d'un succès qui ne venait pas, et m'avait plu par sa sincérité et la confiance qu'il avait dans mon talent, dont j'étais jusqu'alors le seul à être convaincu. Je me souviens de son accent arménien, lors de notre première conversation. Je l'avais remarqué dans l'assistance, car il me regardait avec intensité, guettant vainement une erreur, une imprécision. Je ne commets jamais d'erreur. Il l'avait vu, et alors que je soutenais son regard après avoir terminé la valse impromptue de Franz Liszt, je m'en souviens comme si c'était hier, il s'était levé et avait marché vers moi avec l'air d'un grand seigneur. Monsieur Dumas, votre jeu est la perfection même, aussi vrai que je m'appelle Georges Imirzian. Il ne vous manque qu'un peu d'ardeur pour devenir un des meilleurs de votre génération. Accordez-moi votre confiance, je ferai de vous une étoile. J'ai accepté. Je ne l'ai jamais regretté par la suite. Même si Georges n'avait fait que révéler ce qui devait se réaliser, il l'avait fait d'une façon correcte et acceptable pour moi. À cette époque déjà j'avais cessé de supporter la désapprobation des autres, et c'était sans doute une des raisons de ma solitude médiatique. Je rongeais mon frein en répugnant à écouter les critiques de mes amis ou confrères, persuadé de leur jalousie, et ne voulais réussir que par moi-même. Le conseil de Georges me semblait juste, et dès lors, avec son aide, je mis tout en œuvre pour donner à mon jeu la profondeur qui lui manquait. J'étais un être un peu mécanique et froid, mon toucher s'en ressentait, il fallait que je trouve la racine et la matière de mes émotions. En sortant de chez mon agent, je vais voir ma tante Marthe qui habite rue du Faubourg Poissonnière avec ses 2 chiens loups. Ces molosses sont si vieux qu'il me semble les avoir toujours vus, si bêtes et méchants qu'à chaque visite hebdomadaire, ils se ruent sur moi et manquent de me mordre, bien qu'ils me connaissent depuis toujours. Tante Marthe est veuve d'un médecin de la marine qui, après avoir passé sa vie au long cours, ne voyant sa femme qu'une fois ou 2 par an, mourut d'ennui après 6 mois de retraite. Il avait semé des enfants partout sauf en son propre foyer, et ces derniers jours furent accompagnés d'aboiements continus et ravis des monstres qui avaient d'instinct senti rôder la mort du vieil homme, dont ils n'appréciaient guère la présence autoritaire. Je vénère tante Marthe. Elle m'a, dès mon plus jeune âge, pris sous sa coupe pour m'apprendre le piano. D'un talent et d'une sensibilité hors du commun, premier prix du Conservatoire de Paris, prix Marguerite Long, beaucoup d'éléments l'avaient prédestinée à une carrière de concertiste, mais une timidité maladive, une sensibilité à fleur de peau, ainsi que l'absence réprobatrice de son mari, avaient eu raison d'elle. Elle avait peu joué en public, et avait donné des leçons privées toute sa vie aux élèves, que lui envoyaient des collègues bienveillants. Tout ce qui, dans mon jeu, n'est pas technique, rationnel ou mathématique, doit beaucoup à son enseignement. La sensibilité du toucher, qualité que les critiques m'accordèrent à l'unisson, après que j'eus enfin découvert comment donner plus de corps à mon jeu, venait droit de son cœur à elle. Je le savais, c'était un non-dit indéniable entre nous. Quand elle venait m'écouter salle Pleyel ou ailleurs, je la sentais à la fois fière de moi, et quelque peu amère d'entendre ce qu'il y avait de meilleur en elle ressortir par magie de mes doigts. Elle avait semé le bon grain, ma découverte permit une récolte mirobolante. Après avoir quitté le Faubourg Poissonnière, je vais généralement donner une masterclass que j'anime rue du Faubourg Saint-Honoré, avant de rentrer répéter à la maison.
Je choisis une œuvre, disserte dessus, en joue quelques passages puis demande aux élèves de continuer la démonstration. Je suis impitoyable avec eux, je sélectionne les meilleurs, j'élimine les plus faibles. Ils le savent, en sont terrorisés et fascinés. Ils en redemandent, et se sentent pousser des ailes en m'écoutant. Sentir que je fais la pluie et le beau temps sur le moral de ces jeunes pianistes me procure, je l'avoue, une certaine jouissance, différente de celle qui m'étreint lorsque j'envoûte une salle avec mon instrument, peut-être légèrement plus malsaine. Mes soirées sont souvent rythmées par les concerts. Georges sait que je ne souhaite pas plus de 2 tournées chaque trimestre, 2 semaines chacune. Une à l'étranger, une en France. Je ne veux pas tomber dans le piège de certains de mes confrères, qui consacrent tellement de temps aux concerts publics qu'ils n'en ont plus pour perfectionner leur jeu et finissent par perdre leur personnalité. Je reviens d'une tournée de 10 jours aux États-Unis. Le mois prochain, je joue 2 semaines durant les premiers concertos de Rachmaninoff salle Pleyel. Entre-temps, quelques soirées uniques prévues à Londres, Lyon, Rome. Je pourrais jouer davantage, si je le désirais. Je le fais assez pour maintenir ma réputation, sans cesser d'exister. Si je jouais trop, je n'aurais plus le temps de me ressourcer. Je suis né dans un piano. Tout le monde était musicien dans ma famille, amateur ou professionnel, et rien n'avait plus de valeur que la musique. Pas d'argent, pas de lettres, peu d'esprit, mais un respect inconditionnel et aveugle de la pratique musicale. À 10 ans, je jouais déjà 6 heures par jour, et les murs de notre maison avaient des oreilles. Je n'étais jamais seul. Mon père ou ma mère, ma grand-mère, quelque oncle de passage était toujours là pour écouter mes gammes et mes exercices, pour reprendre mes erreurs quand je répétais les morceaux. Mon père, un homme sévère, fonctionnaire au ministère des Postes et Télécommunications, avait raté sa vocation et petit chef aigri au bureau, exerçait sa tyrannie en famille pour une noble cause dont il se sentait le garant et le porteur de flambeau. Veiller à ce que son fils accomplisse la carrière de concertiste qu'il n'avait pu mener. Pauvre égaré entre un père ambassadeur et brillant pianiste lui-même. Une mère qui avait chanté à la Scala à 26 ans, dans le rôle de Musetta, performance qui malheureusement avait marqué l'apogée d'une carrière qui allait finir en cours particulier pour maison de retraite, une épouse harpiste décédée jeune en pleine ascension, dans un tragique accident d'avion en revenant de New York où elle avait joué en soliste devant 2000 personnes au Carnegie Hall. Mon père, malheureux et déprimé jusqu'à sa fin prématurée, avait su forger en moi cette exigence du détail, à force de coups de nerfs de bœuf sur les fesses, dont le souvenir me fait aujourd'hui encore monter les larmes aux yeux d'humiliation et de douleur contenue. Il y a cette musique en moi, comme une sonate ininterrompue qui m'accompagne où que je sois, quoi que je fasse, au long de ma vie. Quand je lis, quand je mange, quand je me rase, quand je parle, quand je dors, je l'entends. C'est une partition familière, et pourtant renouvelée. Je la connais sans la reconnaître. Elle ne me quitte que rarement, quand je joue en concert par exemple, ou quand je suis particulièrement tendu ou concentré. Je crois que je l'ai toujours entendue. Dès mon enfance, c'était comme si un autre moi-même, qui ne s'exprimait qu'au clavier, racontait jour après jour ma vie en la jouant. La sonate égrenait ses premières notes. Elle était ma révolte secrète, un cri qui me permettait de dire ce que je devais taire. La honte des coups reçus, le désarroi devant la difficulté des partitions à travailler, la peur de l'école et des autres, la haine surtout, de ceux qui se moquaient, me trouvaient différent, ne comprenaient pas, ne savaient pas que, pendant qu'ils jouaient au football ou collaient des images, je me perfectionnais, je commençais mon parcours sur le chemin de l'éternité. Sans la sonate, sans la joie du soutien silencieux de maman, que serais-je devenu? De l'enfance à l'adolescence, cette musique intérieure m'avait guidé, me montrant la voie à suivre lors des choix importants de ma vie, m'offrant un abri loin du regard des autres. Une accélération de rythme, un long silence, un arpège, étaient autant de signes que je savais interpréter. Intuition, inspiration, prémonition. Mon esprit s'était habitué à recevoir des messages musicaux. La sonate était fidèle, elle ne me trahissait jamais. Pourtant, elle n'avait pas réponse à tout, je savais qu'elle n'était qu'un relais, que ma créativité et mon énergie provenaient d'ailleurs,
de beaucoup plus profond. Elle agissait comme une drogue douce, me précipitant parfois dans le doute et la confusion. Comme un ami trop docile, qui n'osait pas tout dire et qui se taisait lorsque j'avais le plus besoin de lui. Quand je jouais, le silence intérieur me submergeait et je n'avais plus que mes doigts, pantins aux fils détachés de la matrice, pour dire aux autres ma musique. Après avoir rencontré Georges, je cherchais en moi les réponses aux multiples interrogations que sa simple remarque avait soulevées. Pourquoi ma sensibilité ne s'exprimait-elle pas? Pourquoi ma voix restait-elle silencieuse alors que mon âme était le berceau d'une création artistique sans cesse renouvelée? Je le savais, je le voyais. Je le ressentais par tous les pores de ma peau, par mes sens aux aguets. La musique s'y interprétait, s'y transformait, y devenait intelligible et personnelle. Les partitions que je déchiffrais en ressortaient empreintes d'une image absolue, sans jamais pouvoir dépasser les portes de ma conscience. Ni la sonate intérieure, ni mon jeu personnel, n'étaient le reflet fidèle de la richesse que je savais sceller au fond de moi. J'aurais voulu réaliser la synthèse entre cette image musicale et ma virtuosité. Je tâchais de me ressourcer en pratiquant le yoga et la relaxation, me retirant pour de courts séjours loin du monde, en retraite dans une abbaye, mais ma petite sonate restait monotone. Fluide et légère comme une arabesque, elle m'ennuyait pourtant. Je m'ennuyais. C'est alors qu'un soir, fatigué et un peu déprimé, je commis une erreur sur scène, dans la ville de Sablé où j'étais venu pour un festival baroque accompagner au clavecin une sonate pour viol de gambe de Jean-Sébastien Bach. La faute était mineure, mais face à une partie du public de ce type de festival, souvent très orthodoxe et connaisseur, je sentis que je perdais mes moyens et m'enfonçais dans l'erreur. Ce fut assez frappant pour être audible au moins par une oreille experte, un spectateur assis au premier rang, qui remarqua la maladresse et se mit à me fixer avec un air contrarié, son sourcil se fronçant à chaque nouvelle hésitation. La faible hauteur de l'instrument et sa position sur la scène me permettaient de dévisager l'inconnu, et j'éprouvais une honte incommensurable à l'idée d'avoir été pris en flagrant délit de méprise sur une œuvre que je maîtrisais parfaitement. Presque instantanément, je ressentis une douleur dans le bas du dos, et compris qu'elle n'était qu'une réminiscence des coups de nerf de bœuf que mon père m'avait infligés des années durant, sans que je réagisse, à chaque fois qu'il me prenait en faute. Les larmes me vinrent aux yeux, alors que je tentais de récupérer le fil de la partition. La bévue était minime, et mon tourneur de page lui-même n'avait rien remarqué. Mais j'étais percé à jour. J'avais commis une erreur en public, et il se trouvait un témoin. Qui saurait? Qui pourrait tout dire? Qui peut-être chercherait à me perdre, à me déstabiliser, à prendre ma place auprès de Georges Imirzian? Je délirais, de grosses gouttes de sueur coulaient le long de mes tempes, et je finis tant bien que mal la pièce de Bach avec mon partenaire. Quand je me levai, j'étais au bord de l'évanouissement. Je sortis pour reprendre mes esprits, et alors que je marchais dans le cloître de l'église, la petite sonate intérieure recommença, un peu trop rapide, effarée, au diapason de mes émotions. Dans la foule qui sortait prendre l'air en attendant la reprise, je reconnus mon homme. Je m'approchai insensiblement pour l'écouter parler à la femme qui l'accompagnait, et appris incidemment qu'il était enseignant en sciences naturelles à Paris au lycée Buffon, amateur de musique ancienne et de clavier antique. M'éloignant, je sentis soudain une rage sourdre en moi, comme accompagnée par la musique dans ma tête qui se faisait plus lourde et saccadée. C'est à ce moment, poussé par je ne sais quel coup de génie, que je décidai de le tuer. Il le méritait. Je devais calmer cette tempête en moi, je devais venger ses coups sur le derrière, ses heures de honte. Personne n'avait le droit d'être mon père et de me traiter de la sorte, personne ne pouvait se substituer au tyran dont je n'avais ni pu, ni voulu me venger, dans l'ignorance subie de mon adolescence. Jocelyn devait mourir pour cela. Disparaître à jamais, s'évaporer, dépasser le dos de la 7e octave. Il serait ma victime, mon unique victime, et permettrait par son sacrifice ma rédemption. Ma sonate s'accélérait, comme si son interprète était conquis par la décision que je venais de prendre. Je ne pensais ni aux conditions ni aux risques,
et sentais descendre sur moi comme une aura qui me protégeait du commun des mortels. J'étais déjà tellement supérieur, je le serais encore plus après avoir accompli cet acte de délivrance. Je quittai l'église après la fin du concert, serein et persuadé du bien fondé de ma cause. Dans le train qui me ramenait à Paris, je fus le témoin muet et ravi de la nouvelle ardeur qui semblait animer l'impérieuse musique de mon âme. Rentré, je n'eus de cesse que je n'ai accompli le meurtre que j'avais projeté. Je me découvris une patience, une prudence et une imagination fort utiles dans la préparation de la mission, et après avoir attendu et suivi ma victime à la sortie du lycée sur le boulevard Pasteur, appris qu'il s'appelait Jocelyn de Marolles, célibataire, professeur certifié en biologie, habitant au 25 boulevard de Grenelle, près du métro Bir Hakeim, je passai à l'acte. Un bonnet enfoncé sur le crâne, un pantalon de survêtement et une paire de baskets m'aidèrent à entrer dans l'anonymat. Dans la rame de métro qu'il emprunta à la station Pasteur ce samedi à 10h40, je m'assis à courte distance de lui, méconnaissable, attentif aux moindres détails de mon environnement. Mon rythme cardiaque s'était emballé et battait la mesure du flux de notes un peu désordonné qui m'accompagnait. Je me sentais supporté, acclamé par cette musique, et le temps que passent les 5 stations, j'avais atteint un état intérieur proche de la transe, quoique rien dans mon apparence ne le révélât. Je le suivis. Sur mon épaule, un sac à dos renfermait l'arme, un grand couteau plat japonais acheté au marché aux poissons de Tsukiji, dont la fonction primitive était de transformer des thons en parallélépipèdes. Je l'avais aiguisé avec soin et roulé dans une pièce de tissu pour en protéger la lame. Mon cœur battait de plus en plus fort. Allais-je oser, allais-je franchir le Rubicon? Je tâchais de concentrer mon regard sur l'homme pour focaliser ma haine à son encontre. Tu vas crever, bonhomme. Tu vas disparaître de la surface de la terre où tu n'aurais jamais dû mettre les pieds, misérable vermine qui osa douter de moi. Nul ne peut m'égaler, sache-le, raclure, et sache aussi mourir avec panache en mesurant l'importance de ton sacrifice et la vanité de ton existence. Tu ne valais rien, et ta mort va servir mon œuvre. Dans l'au-delà, tu survivras par la musique, tu participeras à ma transformation irréversible. Dieu a daigné te laisser vivre jusqu'à ce jour, n'en doute pas, parce que était gravé depuis longtemps ce destin qu'il t'avait écrit. Homoncule, hominidé minuscule, il a fallu qu'un don pour la musique te rende plus attentif que les autres. Comme tu vas regretter cette connaissance, comme tu vas souhaiter n'avoir jamais eu cette passion, comme tu vas geindre, hurler, te répandre en larmes quand tu comprendras que ton orgueil démesuré t'a tué, que c'était folie de vouloir me mettre en défaut et souhaiter ma chute. J'avais répété le plan des dizaines de fois dans ma tête. Il avait rendez-vous à 11h chez lui le samedi, pour une livraison de vin de chez Nicolas. Avant cela, il était en cours de travaux pratiques au lycée. J'avais arpenté le magasin avec lui la veille, vaguement grimé avec une casquette, pour qu'il ne me reconnaisse pas, et noté sa commande. Une caisse de champagne, une de Bordeaux rouge, une de Bourgogne blanc. Livraison gratuite chez monsieur. Une soirée d'anniversaire. Les codes, l'étage, j'avais tout enregistré. Je m'étais procuré 3 caisses similaires dans un autre magasin. J'avais soigneusement reporté la livraison au lundi en téléphonant au magasin dès 10h, puis déposé les caisses au 4e étage, juste au-dessus de ma future victime. Je n'avais plus qu'à attendre que le piège se refermât. À 10h55, je pénétrai dans l'immeuble, 5 minutes après le professeur, montai au 4e en ascenseur, redescendis les caisses, et très sûr de moi, sonnai, après avoir écouté quelques secondes la musique qui venait de l'appartement, une pièce de Lully. Monsieur de Marolles? Oui, c'est bien moi. Vous êtes en avance, mettez ça dans la cuisine, je suis à vous tout de suite. Il me laissa entrer, et je le vis se diriger vers un petit séjour où trônait un magnifique clavecin ouvert. Il le referma avec soin, sembla fouiller dans un tas de partitions, et je le rejoignis après avoir fait glisser les caisses sur le parquet et refermer la porte. Je signe quelque part? J'ai déjà réglé. Oui, voici le reçu, tenez. J'avais déposé une facture sur le clavecin,
Il se pencha pour apposer sa signature, s'aperçut probablement que quelque chose clochait, et ce fut là, dans la pénombre de cette pièce au rideau bordeaux fermé, qu'il expira dans un gargouillement, mais sans un cri quand je lui tranchai la gorge. Le couteau effilé était doux à manier. D'une main je lui tirai les cheveux en arrière, de l'autre je poussai la lame sur son cou, au-delà de la carotide et de la trachée. Il eut à peine un geste, et s'effondra dans mes bras, tandis que je recouvrais sa gorge de l'écharpe apportée à cet effet, achetée chez Monoprix le matin même. Le regard de Jocelyn s'était déjà figé, quand je le couchai par terre. Je rassemblai mes affaires en silence, portai le cadavre jusqu'à son lit, essuyai les taches de sang sur le parquet et l'instrument, et me changeai. Je ne pus m'empêcher de m'asseoir au clavier, et jouai, comme pour le prolonger, le mouvement lent et magistral de ma sonate infinie. Je compris que je venais d'accomplir l'acte le plus important de ma vie. Je partis en claquant la porte, puis avec calme montai dans ma voiture et rentrai chez moi pour m'affaler sur mon lit le reste de la journée. Je n'avais pas été vu, c'était une chance, pas de concierge ni de voisin, le crime était parfait. J'étais vengé. J'étais alors persuadé que ce meurtre prémédité serait ma première et dernière expérience. Je pouvais déjà percevoir l'effet qu'aurait sur ma personnalité cet acte fondateur. J'avais osé. Je n'avais plus de limites. Ma supériorité sur les autres était infinie, puisque je les dominais non seulement par le talent musical, mais aussi par ma capacité à les assujettir à ma volonté. Je n'avais plus besoin de tuer, puisque je le pouvais. J'avais droit de vie ou de mort. Restait à savoir quel effet cela aurait sur mon jeu. Je participais justement, le mardi suivant, à une soirée prestigieuse, en première partie du récital que donnait le pianiste François-René Duchâble. Georges m'avait trouvé cette scène où, disait-il, je pourrais faire mes preuves devant le Gotha musical parisien. Ce fut extraordinaire. Quelque chose avait changé au plus profond de moi. La musique intérieure s'affolait, se remettait en question, et ne racontait plus la même litanie virtuose et ennuyeuse. Quand je répétais, je sentais que la foudre, la grâce ou je ne sais quel autre mystère était passé par là. Mon jeu était d'une intensité que je ne lui avais jamais connue. Les notes couraient faciles, heureuses, au bout de mes doigts, dit une chanson de Barbara qu'aimait ma mère. C'était tout à fait cela. Chacune des notes me semblait un miracle. Je les écoutais comme jouées par un autre. J'étais infatigable, et 2 jours durant, je travaillais Islamé de Balakirev, une œuvre diabolique extrêmement virtuose que j'avais proposée pour me démarquer des classiques. Ne disait-on pas que le compositeur n'osait pas la jouer en public, et que Scriabine lui-même se serait cassé la main en l'exécutant? Georges, passé gentiment me voir le lundi soir pour m'écouter répéter, en était resté bouche bée. Laszlo, je n'ai jamais entendu cela, jamais. Tu les mets en bouche avec le prélude de Rachmaninoff, puis tu les assassines avec ça. Il s'emportait. Je le regardais du coin de l'œil avec une vague inquiétude, puis tentais de répondre à ses questions enthousiastes. Que t'est-il arrivé? C'est exactement ce qui te manquait, ce corps et ce cœur dans ton jeu. Tu te laisses parler, tu te racontes. Puis, reprenant une coupe que je lui avais servie. On verra, Laszlo, comment réagissent les critiques, mais il se pourrait bien qu'on parle plus de toi que de Duchâble. C'était avant que Duchâble ne largue son piano au fond d'un lac, en mettant fin à sa carrière d'interprète. Et le jour venu, ce mardi où je jouais en première partie de son concert à la salle Gaveau, il se passa quelque chose de magique, comme un frémissement. Une électricité qui rayonna de rangée en rangée dès les premières notes du prélude, pour s'achever en apothéose, et tonnerre d'applaudissements à la fin tumultueuse d'Islamé. Une forme de transe opérait entre le public, le piano et moi-même. Des gens se levèrent et me demandèrent de bisser le Balakirev. Je voyais Duchâble et son agent impatient, qui tournaient en rond dans les coulisses. Je saluai, rejoignis Georges qui jubilait. Ne les fais pas enrager, et laisse-toi désirer par ton public. Ne rejoue pas cette fois. Tu auras ton heure. J'obtempérai,
et remerciai chaudement l'artiste qui m'avait prêté sa scène. J'étais comme sur des charbons ardents. Regagnant la chambre de la rue Montorgueil où j'habitais alors, je sentis une plénitude m'envahir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.